officiel de la Confédération des États du Sahel présenté au chef de l'État, un satisfecit général après écoute du général d'armée Assimi Goïta. Pour lui, cet team réaffirme l'engagement des États membres de l'AES à faire de leur confédération un modèle d'intégration et de développement. Bravo aux ministres et aux experts pour le travail abattu. Tamsir Diabaté revient pour nous au cours de cette édition avec plus de détails. Le CNT affirme et rassure qu'il ne remet nullement en cause la démocratie ni le multipartisme. Une annonce faite au cours de la session d'avril 2025 démarrée aujourd'hui. Les membres du CNT passent au peigne fin les lois portant abrogation de la charte des partis politiques et celles portant statut de l'opposition politique. Ils ont aussi examiné et donné leur cutis sur plusieurs projets de tests relatifs à l'assistance médicale à la procréation et au statut d'apatride au Mali. Le pôle national de lutte contre la cybercriminalité confirme l'arrestation d'une quinzaine de fossoyeurs du système informatique des fosses de péage, une action qui a gravement impacté sur le fonds d'entretien routier au Mali. Nous suivrons les explications du procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité, Adama Koulibaly, sera au micro de Seydou Traoré. Focus santé dans ce journal au cœur du quotidien de quelques familles vivant avec des enfants autistes. Comment les parents surviennent-ils à répondre à tous les besoins de ces enfants autistes qui souffrent de graves troubles du développement? Réponse avec Koumba Sissé et Sidiki Koulibaly. Nous sommes lundi 12 mai. Merci de nous rejoindre et bonsoir à tous. Audience à Koulouba, les ministres en charge de la culture de l'AES, le président de la transition conduite par Mahmoud Afé et Cédrian ont présenté le désormais hymne officiel de la Confédération des États du Sahel au chef de l'État, un satisfecit général du général d'armée Assimi Goïta. Après écoute, pour lui, cet hymne réaffirme l'engagement des États membres de l'AES à faire de leur confédération un modèle d'intégration et de développement. Un grand bravo donc aux ministres ainsi qu'aux experts qui ont travaillé là-dessus pour le travail donc abattu. Nous disent Tamsir Diabaté et Abdul Salam Bambara dans ce reportage. L'hymne de l'AES, la confédérale, ce chant solennel à l'honneur de ses patries et de ses défenseurs est présenté au président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Et le président Goïta recevant la version sonore et écrite de l'hymne de l'AES des mains du ministre de la Culture Mahmoud Afé. Un moment solennel et de confirmation de la souveraineté des États membres de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Je peux dire que le produit est fini. On est très satisfait de ce produit et c'est ce produit qu'on est venu aujourd'hui présenter au président de la Confédération AES pour une appropriation de tous nos peuples. Sa réaction, c'était une satisfaction complète puisque le travail était demandé dans un temps record. Puisqu'on est toujours dans la course contre la mort. Et vraiment, les experts s'y sont donnés. Et finalement, on a un produit qui fait l'unanimité dans la satisfaction du président de la Confédération, qui a tenu à remercier tous les autres experts de l'AES qui ont contribué à ce travail. Hymne de l'AES, la confédérale est l'incarnation des peuples debout de l'AES pour l'unité d'une Afrique pour les Africains. À noter que la confédérale en composition musicale est destinée à représenter les trois États à travers elle, les trois nations dans le protocole international. Oui, l'hymne de l'AES, la confédérale se veut à la fois un repère identitaire pour le peuple du Sahel en particulier et africain en général. C'est l'hymne du cri de guerre, puisque désormais on peut dire qu'on est engagé sur un chemin de non-retour et on va jusqu'au bout. La seule option qu'on a, c'est la victoire et Inch'Allah, on aura cette victoire. Et c'est ce hymne-là qui va galvaniser encore davantage nos peuples. L'hymne de l'AES, la confédérale, est composé de 3 couplets et 2 refrains. Et le premier couplet retrace l'histoire commune des États du Sahel, mettant en lumière nos racines et rappelle l'héritage des grandes civilisations sahéliennes. Le deuxième couplet
dresse le combat pour la souveraineté, la sécurité et l'unité renforcée dans le Sahel. La confédérale, dans son troisième couplet, lance et appelle à chaque fils de l'AES au don de soi pour la construction d'un avenir fondé sur le travail, dans la dignité et dans la solidarité. Le refrain de l'hymne de l'AES est un cri de ralliement à la résistance et à la fierté, et l'effort collectif pour la survie et le développement de la Confédération des États du Sahel. L'hymne officiel de la Confédération des États du Sahel, intitulé La Confédérale, est celui qui va désormais retentir aux montées des couleurs, comme le drapeau de l'AES, qui flotte désormais dans les États membres de l'AES depuis 2 mois maintenant. Voilà, la confédérale présentée donc au président de la transition. Suite de la session d'avril 2025, les membres du CNT ont passé au peigne fin la loi portant abrogation de la charte des partis politiques et celle portant statut de l'opposition politique. Cette loi s'inscrit dans la mise en œuvre des recommandations des assises récentes adoptées le 30 avril dernier en Conseil des ministres. Après examen et analyse, l'organe législatif a adopté la loi avec 130 voix pour, 2 contre et 0 abstention. Ses membres, par ailleurs, rassure qu'ils ne remettent nullement en cause la démocratie ni le multipartisme. Le point de cette session avec Ali Djoumatina et Aruna Diarra. La loi portant abrogation de la charte des partis politiques et celle portant statut de l'opposition politique soumise devant le CNT pour appréciation lors de cette deuxième session plénière au compte de la session ordinaire d'avril 2025. Présent à la session, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral a apporté des éclairages aux différentes questions des membres du Conseil national de transition. Questions relatives notamment à la différence entre les partis politiques et les associations à caractère politique. Après examen, les membres du CNT ont adopté la dite loi d'abrogation avec 130 voix pour, 2 contre et 0 abstention. Nous, c'est un sentiment de satisfaction, en ce sens que l'adoption de cette loi nous permet, après l'adoption du Conseil des ministres, de mettre ces textes dans l'ordonnancement juridique et de nous permettre de gérer la question des partis politiques de façon sereine. C'est-à-dire que cette loi qui est là depuis les recommandations des assises nationales de la refondation de 2021, et cette loi est pour le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation une grande difficulté parce qu'on lui reproche d'appliquer la loi pour délivrer des récépissés alors que la loi était en vigueur. Donc on veut sortir de ça. Et c'est ce que ce vote du CNT nous permet aujourd'hui. L'adoption de la loi portant abrogation de la charte des partis politiques ainsi que celle portant statut de l'opposition politique permettra désormais de fonder un nouveau cadre juridique plus adapté aux aspirations de refondation exprimées par les forces vives de la nation sans pour autant remettre en cause la démocratie et le multipartisme. Le multipartisme est, depuis le préambule de la Constitution, vous avez le multipartisme. Et lorsqu'on parle de la création des partis politiques par une loi qui organise les conditions de création et les modalités de fonctionnement et de gestion des partis politiques à l'article 39, c'est cette loi qui doit dire si, oui ou non, on peut dissoudre ou on ne peut pas dissoudre un parti politique. Ça n'a rien à voir avec une disposition qui parle de multipartisme dans un article qui a trait à la révision de la Constitution. C'est faux débat qu'on colle à la démocratie, au multipartisme. Franchement, quand on entend ça des juristes, c'est très regrettable. Nous disons que la décision, l'abrogation n'a rien à voir ni avec la dissolution des partis, ni avec la démocratie, ni avec le multipartisme. Notre peuple, il faut concevoir un texte qui est conforme aux aspirations du peuple. Donc cela va prendre le temps qu'il faut, mais il faut être sûr quand même que le gouvernement n'a pas besoin de perdre de temps. Le gouvernement est en train de travailler, mais le gouvernement se met à l'abri de toute pression pour mettre en place un dispositif juridique responsable pour pouvoir gérer les partis politiques. Donner des coups de franche
permettant au gouvernement, sans pression, de mener à bien les réformes telles que les Maliens souhaitent les avoir. S'il faut durcir les conditions de création des partis politiques, la nouvelle charte prendra cela en charge. S'il faut mettre fin au financement public des partis politiques, la nouvelle charte prendra cela en charge. Quoi que ce soit, c'est la nouvelle charte qui déterminera désormais la conduite à suivre. Et ça, il faut le faire de manière sereine, sans pression aucune. Initié par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, le projet de loi portant abrogation de la charte des partis politiques et du statut de l'opposition politique avait été adopté en Conseil des ministres le 30 avril 2025. Et toujours avec l'organe législatif, les membres du Conseil national de transition ont examiné et donné leur quitus sur plusieurs autres projets de textes relatifs à l'assistance médicale, à la procréation et au statut d'apatride au Mali. On fera probablement le point de ce reportage au cours de ce journal, toujours avec Aridou Matina et Aruna Djara. CNT, toujours, les 5 projets de loi présentés par le ministre de l'économie et des finances ont été ratifiés cet après-midi par les membres du Conseil national de transition. Il s'agit des projets de loi portant création de l'agence comptable centrale des dépôts ACCD, des projets de loi sur la création de l'agence comptable du Trésor ACCT. Les membres du CNT ont également adopté l'ordonnance portant création de la pairie générale du Trésor et celle portant la création des pairies spécialisées du Trésor. La dernière loi a été adoptée par le CNT et celle portant sur la création de la recette générale des finances. Vous pourrez suivre les détails de ce vote dans nos prochaines éditions avec Mamadou Fani. Quittons l'hémicycle, suivant à présent le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Boubacar Diané, à l'écoute de ses compatriotes. Suite à des alertes des populations de certains quartiers du district de Bamako, confrontés à des coupures d'eau récurrentes, le ministre Diané fait une descente de terrain. C'était au niveau de la station de pompage de Kabala et les stations de distribution. Objectif, comprendre le problème et envisager urgemment des solutions. Boubacar Bablé Touré suivait la délégation. Dans l'agenda du ministre de l'Énergie et de l'Eau ce lundi, une visite de terrain. Visite qui a concerné 4 installations stratégiques de la SOMAGEP dans le district de Bamako. Elle fait suite à des plaintes des populations de certains quartiers de la capitale privées d'eau potable depuis quelques jours. C'est pour situer le problème et trouver des pistes de solutions que le ministre Diané s'est rendu successivement à la station de pompage de Kabala, la station compacte de Sotiba, en passant par la station de distribution de Bakodji Chronique Golf et la station de reprise de Faladje. Je trouve que, en tout cas, du niveau de Kabala, tout est clair. L'eau qui est prise directement dans le lit du fleuve est traitée. Il y a un pré-traitement. Ensuite, décantée, envoyée dans le tuyau. Là-bas, il n'y a aucun problème. Seulement au niveau de Faladje, qui est une station de reprise, il se trouve que le système est lié à l'électricité. Alors, tout le monde sait aujourd'hui le problème de courant énergétique qu'on a. Chaque fois qu'il n'y a plus de courant, ils sont affectés. Donc, ils ont des boosters, mais les 2 boosters ne fonctionnent pas en même temps s'il n'y a pas de courant. Avec un seul booster, c'est à peu près 18 000, c'est à peu près la moitié qu'on envoie, 1800. Donc, vous voyez, donc on a compris que c'est un problème de groupe là-bas, pour pallier au manque de courant. Donc nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour acquérir un groupe à ce niveau qui va considérablement améliorer la desserte. Prioritairement, nous allons nous atteler à acquérir au moins 3 groupes pour satisfaire Faladje, la station de reprise de Faladje, et la station compacte de Sotiba, aussi Kati, qui fait partie aussi. Autre constat du chef du département, celui de la vétusté des installations et les fuites d'eau. Les réseaux, il faut peut-être réhabiliter et faire l'extension aussi des réseaux, parce que la ville s'agrandit et le réseau ne suit pas. Donc il y a un faible taux de réseautage, donc il faut vraiment travailler dans ce sens-là aussi. Mais il y a un autre phénomène, ça c'est la fuite. Alors la SOMAGEP n'étant pas en mesure de contrôler à distance les fuites et de déceler même les fuites. Donc on lance un appel à la population
dès qu'il y a ce genre de problème, de signaler rapidement. Parce qu'ils ont des moyens de pas tellement contrôler, mais des moyens de savoir d'alerte, de savoir qu'il y a des fuites, mais ce n'est pas avec précision. Donc c'est les populations maintenant, les citoyens qui doivent alerter, qui doivent informer la SOMAGEP là où il y a des fuites. Le ministre, dans son périple, a effectué une visite inopinée dans l'agence SOMAGEP de Kalabankoro, un point pris d'assaut par des clients venus payer leurs factures, mais confrontés à un problème. Le networking ne fonctionnait pas. Donc ce qui fait que les gens sont au dehors en attendant que le réseau ne reprenne et qu'ils puissent payer leurs factures. Alors ça nous a interpellés parce que tout ce beau monde qui veulent venir payer leurs factures et qui n'arrivent pas à le faire, bon, c'est pas normal. Parce que le SOMAGEP a besoin de l'argent et les gens qui viennent pour payer, on ne peut pas encaisser, ça c'est pas normal. Donc je suis rentré pour voir, effectivement c'est ce qu'on m'a expliqué. Alors j'ai donné des instructions pour qu'on puisse avoir un système de backup ou en tout cas pallier ce problème. Des dispositions idoines seront désormais prises pour éviter de tels désagréments, rassure le ministre Djane. Et cette haute forme d'écoute des populations maliennes, c'est à l'actif du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dans la poursuite de ses œuvres sociales. Voyons ensemble la cérémonie d'inauguration des 426e et 427e forages pour les habitants des quartiers de Sabali-Bougou-Kourani et d'Amdalaï à Seyi-Bokoum. Reportage Ba Traori. De ce quartier de la périphérie de Bamako où la pénurie d'eau était devenue un cauchemar au point de menacer des vies des couples selon Fatoumata Maïga, porte-parole des femmes. Autres bénéficiaires du jour des œuvres sociales du président de la transition, les habitants de Amdalaï Assaye Bokoum en commune 4 du district de Bamako. Ils sont gratifiés du 427e forage, un geste que le représentant de la délégation spéciale de la mairie qualifie d'acte de haute portée sociale et humaine. Nous sommes très émus en tant qu'autorité municipale parce que c'est nous qui devons faire ce forage. Mais compte tenu de la situation, le président de la transition, à travers son leadership, sa clairvoyance, il a l'initiative de doter cette communauté avec ce forage-là qui va contribuer au bien-être de cette communauté. Le mécanisme pour avoir ce forage aussi, c'est très simple. C'est d'écrire une demande adressée au président de la transition. L'équipe des œuvres sociales fera le dépouillement pour que vous ayez les forages. Tout le monde ne peut pas avoir ces forages en même temps. Mais le président de la transition fera tout son possible pour que les Maliens aient de l'eau potable, pour que l'accès à l'eau potable soit plus facile pour les Maliens en général. L'accès difficile au quartier de Sabali-Bougou-Kourani et la finition de la mosquée de Amdalaï à Seyi-Bokoum sont les doléances présentées au conseiller spécial du président de la transition par les bénéficiaires. Des doléances que le conseiller spécial d'Amélé s'engage à transmettre à qui des droits. Remise de chèques géants au ministère des Maliens établi à l'extérieur. Elle intervient suite au décès le 23 juillet 2023 en Italie des suites d'un accident de notre compatriote Moussa Arama. Et c'est sa famille qui a reçu le chèque d'environ 300 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. D'autres détails, c'est avec Abdul Karim Kaba. Plus de 297 millions de francs CFA, c'est le montant remis à la famille de Feu Moussa Arama. Décédé en Italie à la suite d'un accident de circulation, les ayants droit ont obtenu cette somme grâce à un travail abattu par le bureau du Haut Conseil des Maliens établi en Italie. C'est pourquoi le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a félicité ses collaborateurs et les bonnes relations entre le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et le département des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur se réjouit de sa collaboration actuelle avec votre département, dont vous avez la charge. Une collaboration exemplaire et bénéfique sous votre leadership. Vous avez su faire avancer les objectifs du Haut Conseil malien de l'extérieur dans le cadre de la PONAM et votre investissement dans cette cause mérite notre reconnaissance et nos remerciements, Monsieur le ministre. Une cérémonie certes sobre, mais elle est un devoir de mémoire et de justice rendu. L'obtention de cette somme est le fruit de la solidarité malienne. La cohésion, l'unité et la solidarité au sein de nos communautés maliennes établies à l'étranger.
Elle incarne les valeurs profondes de fraternité, de dignité et de justice auxquelles nous sommes tous attachés. Elle témoigne de la capacité de nos compatriotes de l'extérieur à se mobiliser ensemble, main dans la main, pour défendre les droits des plus vulnérables et des victimes en tout genre parmi eux. C'est précisément ce genre d'initiative que l'État attend et encourage de la part de nos associations et de nos concitoyens établis à l'extérieur. Au nom des plus hautes autorités de notre pays et en mon nom personnel, je renouvelle nos condoléances les plus attristées à la famille de feu Moussa Arama. Presque une année, le bureau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et du Conseil de base des Maliens d'Italie, dirigé par Mahmoud Idriss Bouné, s'évertuait pour rendre justice à la famille de feu Saïbou Sangari, avec un chèque de 200 millions de francs CFA. Moussa Ag Atayer, avant de conclure, a invité la famille de feu Moussa Arama à faire un bon usage de la somme perçue. Et c'est parti pour les départs du Hajj 2025. Cette année, ils sont 13 323 Maliens à accomplir le 5e pilier de l'islam. Pour le bon accomplissement de ce devoir religieux, les fidèles se doivent de respecter les règles en la matière. Outre la formation inculquée dans ce sens, 120 délégués, tous genres confondus, sont déployés pour le suivi de ces pèlerins. Tchemro Konaté nous en parle. Le pèlerinage, 5e pilier de l'islam. Cette année, ils sont plus de 13 000 fidèles maliens à accomplir ces devoirs religieux. Des pèlerins qui seront encadrés par 150 délégués, tous genres confondus, répartis entre différentes sous-commissions. Il y a la sous-commission religieuse, cela veut dire que tout ce dont les pèlerins ont besoin pour comprendre le rite du Hajj. Et il y a une commission de transport, de l'aéroport à l'hôtel, de Médine à la Mecque, de Mina, Arafat, Mouzalifa. Il y a aussi une commission d'accueil et hébergement. Il y a une autre sous-commission qui s'occupe de la restauration. Donc il y a aussi la commission finances administratives. À la rencontre de ces délégués ce lundi, le directeur général Cissé rappelle les exigences du pays d'accueil et les règles qui sous-tendent le déroulement du Hajj, règles auxquelles chacun est tenu de se conformer. Il nous a demandé de se donner la main pour pouvoir bien servir les pèlerins. Et nous a enseigné aussi de sentir comment cette responsabilité est lourde. Il nous a demandé de faire tout pour respecter les normes de l'Arabie Saoudite et pour enseigner les pèlerins. Puisque les coutumes ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes. Alors les coutumes, c'est la sécurité du pays qui est en charge de surveiller tous les pèlerins, pas seulement de la filière gouvernementale, à savoir les pertes des bagages. Il y a beaucoup de petits problèmes. Vu tout ça, tous ces aspects, le ministre des Affaires religieuses a mis un accent particulier sur cette prudence et sur une visibilité et une lisibilité. Le premier convoi du contingent 2025 s'envole le 17 mai prochain. Et par ailleurs, c'est ce lundi 12 mai que les premiers pèlerins de la filière privée ont pris le départ. Ces pèlerins sont du consortium d'agences de voyage composé de Fly Hajj Mali, Danaya Voyage, GDA, AMSA et Al-Omra. Ils ont pris la direction des lieux saints par les avions de la compagnie Ethiopian Airlines. Cette année, le consortium fera la campagne avec 2136 pèlerins. Et Daouda Kone nous dit que 8 vols sont programmés pour le confort des pèlerins. Suivant. La première vague de pèlerins pour le Hajj 2025 a quitté le Mali à bord du Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines. Ils sont au nombre de 267 pour le premier appel du consortium de compagnies de voyage Fly Hajj Mali, composé de Danaya Voyage, GDA, Hamza et Al-Omra, toutes de la filière privée. Les pèlerins sont bien accompagnés ici, comme vous l'avez vu depuis la maison des Hajj. Ils sont bien dans des conditions de sécurité, dans des conditions de conseil, juste dans l'avion. Ça sera la même chose aussi à l'aéroport de Médine. Nous aurons nos délégués, les délégués des différentes agences, en l'occurrence les délégués de l'agence Danaya, cette fois-ci Danaya Voyage. Mais il y aura d'autres délégués aussi pour renforcer cette équipe pour chaque vol, pour que nos passagers, nos pèlerins, nos chers pèlerins et pèlerines puissent non seulement arriver à destination dans de très bonnes conditions avec Ethiopian Airlines, mais aussi qu'ils puissent avoir leurs bagages et arriver dans les hôtels correctement et pouvoir faire toutes les prières
n'est-ce pas, et les rituels qui sont demandés dans la ville sainte de Médine avant d'aller à la Mecque. Ces pèlerins et pèlerines du consortium Fly Haji Mali seront suivis par d'autres. Et ces différents vols du consortium vont être assurés par la compagnie Ethiopian Airlines. Ethiopian donne beaucoup plus de facilités, non seulement aux passagers, aux pèlerins maliens, à Fly Hajj, et aussi de bonnes conditions aux pèlerins dans les avions. 2136 fidèles sont inscrits au compte du consortium Fly Haji Mali pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Nous allons toujours parler de ce 5e pilier de l'islam. Toujours au rendez-vous, la Banque nationale du développement agricole BNDA remet sa traditionnelle balle de tissu aux pèlerins maliens. 25 balles au total, soit 2500 complets de pain. Et c'était à la maison du Hadj. Le coût total du don s'élève à plus de 15 millions de francs CFA. Aïssata Salou Maïga Aloubekone était sur place. La Banque nationale de développement agricole, BNDA, renouvelle une fois de plus sa tradition d'accompagner les pèlerins maliens en leur offrant 25 balles, soit 2500 complets de pagne pour un coût total de plus de 15 millions de francs CFA. Cette démarche de la banque vise à soulager d'une part les pèlerins qui se rendent sur les lieux saints et d'autre part à apporter sa contribution en faveur des plus hautes autorités de notre pays dans l'organisation du Hadj 2025. Nous sommes là pour une cérémonie de remise des pagnes aux pèlerins à travers la maison du Hadj. Et cette cérémonie, c'est une tradition bien établie qui dure depuis une décennie ou plus d'une décennie, où la maison du Hadj et la BNDA, en partenariat, nous offrons des pagnes aux pèlerins pour faciliter non seulement les rites, mais aussi ça permet non seulement de rehausser l'image de notre pays à l'international. Quand la BNDA offre des pagnes aux pèlerins maliens, c'est vraiment un geste citoyen. Nous allons demander encore à la BNDA de fournir encore plus d'efforts, puisque nous avons un problème peut-être maintenant que tout le Mali connaît d'ailleurs, le problème d'électricité. À noter que l'initiative qui s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise dure depuis plus d'une décennie. Et je vous ramène à l'organe législatif où les membres du Conseil national de transition ont examiné et donné leur quitus sur plusieurs autres projets de textes relatifs à l'assistance médicale, à la procréation et au statut d'apatride au Mali. On fait le point avec Aridjou Matina et Aruna Djara. Les membres du CNT, dans le cadre de cette deuxième session, se sont penchés également sur d'autres projets de loi. Il s'agit d'abord du projet de texte initié par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, portant statut de l'apatride au Mali. Une loi adoptée avec 129 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Au Mali, les risques d'apatridie existent comme partout ailleurs et ce risque est accentué aujourd'hui par la crise que nous vivons et qui a amené beaucoup de populations à se déplacer. Et en se déplaçant, donc certaines personnes perdent tout lien avec leur localité d'origine et beaucoup n'arrivent plus à prouver leur statut. Donc à travers ces statuts, c'est une mesure de protection qui sera prise pour ceux qui seront dans cette situation-là. Il s'agira d'abord de les identifier, il s'agira de leur donner des cartes qui leur permettront d'accéder aux soins, à l'éducation, donc qui leur permettront de voyager et plus tard pouvoir postuler pour l'acquisition de la nationalité en bonne et due forme. S'en est suivi le projet de loi portant assistance médicale à la procréation. Ces mécanismes qui consistent de pallier certaines difficultés à concevoir sans nécessairement traiter la cause de l'infertilité a eu un avis favorable de la part des membres du CNT. Et cette loi aujourd'hui qui a été adoptée depuis 2016 a vu beaucoup d'insuffisances, notamment la limite d'âge pour les femmes. Et on a vu qu'il était vraiment impérieux d'augmenter ça. Et en plus aussi le temps d'attente des couples. Un couple qui a été déjà marié n'a pas besoin d'attendre trop longtemps encore pour pratiquer cette insémination artificielle. Donc ça va soulager beaucoup de populations et ça va raccourcir le temps d'attente. D'abord, à donner la chance aux couples qui ont 16 ans
Et au départ, c'était des couples de 18 ans. Ensuite, ça a permis la conservation des gamètes. La conservation des gamètes était prohibée, interdite. L'adoption de cette loi va nous permettre de conserver les gamètes. Et troisièmement, ça va nous permettre plutôt de donner la chance à toutes les femmes et à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge limite, même si la femme a 100 ans, si le couple a 100 ans, ils peuvent toujours tenter d'avoir un enfant. Le projet portant modification de la loi portant code de l'aviation civile a aussi fait l'objet d'examens avant d'être finalement adopté. Au niveau de l'OACI, il y a eu des amendements sur les documents annexes. Donc ce qui fait qu'en novembre 2024, l'État du Mali a ratifié le protocole relatif à cet amendement. Donc ce protocole, une fois ratifié, la révision de la loi s'imposait. Donc c'est la raison pour laquelle on a procédé le 8 janvier 2025 à la modification de la loi 2011-014 du 19 mai 2011 relative au code de l'aviation civile au Mali. Donc cette modification va nous permettre d'être en conformité avec les textes sous-régionaux, régionaux et internationaux par rapport à l'aviation civile. Il faudra que permanemment le gouvernement puisse s'accrocher à ces structures-là pour ne pas trop être en retard. Et j'avoue que dans la sous-région, nous sommes à peu près cotés comme 3e meilleur pays par rapport aux avancées sur l'aviation civile. Les différents projets de loi adoptés par l'organe législatif intéressent la vie de la nation. Entrepreneuriat jeune, un boulevard vers la résolution de la question de l'employabilité des jeunes. Le Conseil régional de Sikasso, en partenariat avec la PEJ et soutenu par les partenaires financiers, entend résorber le chômage des jeunes. Déjà plus de 500 jeunes ont été formés, sur lesquels 300 sont déjà installés. Suivant d'autres détails avec Moussokoro Sereme et Taïrou Konati. Offrir aux jeunes des opportunités économiques concrètes et développer en eux le goût de l'auto-emploi et de la création d'emplois décents et rémunérateurs. C'est le pari des programmes MLI 021, 022 et PAFA 2, mis en œuvre par LuxDev, agence luxembourgeoise pour la coopération au développement, en partenariat avec la PEJ. Après leur formation classique, leur formation technique, les jeunes ont été orientés vers la PEJ. La PEJ les a formés en entrepreneuriat pendant 10 jours. Donc, à l'issue de laquelle on a élaboré des plans d'affaires pour chacun de ces jeunes. Aujourd'hui, on est environ 500 jeunes que nous avons accompagnés, où 300 déjà ont reçu leur crédit. Il y a maintenant une commission qu'on va mettre en place avec les structures d'interprofession qui vont quand même suivre avec le conseil régional, suivre le travail de tout un tas de jeunes ou bien d'entreprises qu'on a accompagnées pour voir qu'est-ce que ce qu'on a injecté dans la formation professionnelle de Sikasso va apporter à l'économie de la région de Sikasso. Et pour renforcer leur autonomie et bâtir un développement local durable, les bénéficiaires de ces programmes ont des attentes. Nous avons pu avoir notre financement. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'implanter déjà les acquis du plan d'affaires. Je recommanderais au projet de vraiment prévoir un suivi post-financement. L'avenir de tous les pays dépend de la jeunesse. Donc, sans l'entrepreneuriat aussi, je pense qu'il n'y a pas assez de réussite. Maintenant, les jeunes peuvent seulement réussir dans l'entrepreneuriat pour être vraiment autonome. A signaler que les programmes MLI 021, 022 et PAFA 2 bénéficient du soutien financier du Grand-Duché de Luxembourg et de la coopération suisse. À Ségou, partons à la rencontre de Mohamed Ibrahim. Il fait partie des 26 jeunes dont les projets ont été retenus par Lux Développement à travers la PEJ. Le jeune Mohamed a choisi le maraîchage, précisément la culture de l'oignon. Et aujourd'hui, non seulement l'activité est génératrice de revenus, mais elle lui permet également d'embaucher d'autres jeunes. On va suivre à la renaissance du jeune Mohamed grâce au programme de formation insertion initié par le Conseil régional de la région de Ségou. Honoré Tchenou, Bazi Traoré.
Dans le cadre du programme de formation insertion entre le Conseil régional de Ségou et l'USUDEV, MLI 22, 173 projets de jeunes en plan d'affaires ont été présentés et 26 ont été sélectionnés. Ce sont des projets concernant des filières d'opportunités pour les jeunes dans le cadre de leur insertion économique. Les formations qui sont inscrites là-dedans concernent la formation des jeunes dans les activités du monde rural, l'agriculture et puis l'élevage. L'objectif même, c'est arriver à insérer 500 jeunes dans le tissu économique, financer 500 micro-projets pour les jeunes. Parmi ces projets de jeunes, celui de Mohamed Ibrahim bénéficie de 900 000 francs CFA qui lui a permis de faire la production d'oignons sur une superficie d'1 hectare. Avec ces 900 000, j'ai vraiment emblamé 1 hectare en oignons. J'ai acheté les intrants, les matériels de travail, les arrosoirs, les brouettes, les râteaux, etc. Tous les nécessaires, les raccords pour arroser. Et j'ai commencé le travail. Après la récolte d'1 hectare, je trouve 10 millions, 15 millions. Ce qui est le hic là-dedans, c'est le manque de suivi après le projet. Nous allons nous faire le devoir de suivre ces jeunes-là, même après le projet, pour voir vraiment que leur activité puisse réussir, qu'on ne revienne plus en arrière. Le jeune Mohamed s'inscrit déjà dans une production bio avec l'usage de la fumier organique comme seul fertilisant sur sa parcelle. Il emploie 5 agents permanents. Oui, heureux et récipiendaire à 100 en recevant les remerciements de la République à travers la remise de médailles d'honneur de l'administration du territoire. Cette distinction honorifique symbolise la reconnaissance des efforts fournis au service de la nation. L'activité a été couplée à la remise d'un important lot d'équipements de bureaux et de logements au préfet de la région, également le préfet de Fana qui a reçu les clés de son nouvel espace de travail adéquat pour rendre meilleur le service à la population. Retrouvons Moustapha Doumbia et Drissa Kouni. Le préfet de Fana, Dairou Tapili, et les chefs de village de Dioïla, Banyantou Mariko, sont les deux personnalités de la région de Dioïla à recevoir des médailles d'honneur de l'administration territoriale, des distinctions remises par la chef de l'exécutif régional au nom du président de la transition dans une formule consacrée en la matière. Il s'agit d'une reconnaissance nationale pour magnifier les efforts consentis par les récipiendaires pour service rendu à la nation. Ce qu'il convient de retenir est que l'État reste reconnaissant envers ses fils et filles qui se distinguent par leurs ardeurs dans le travail quotidien pour servir l'intérêt général. Ces médailles dont j'ai l'honneur et l'immense joie de remettre au-delà de la satisfaction régionale pour cette distinction méritée, elles interpellent chacun de nous, chaque citoyen où qu'il se trouve et quel que soit son statut, à œuvrer de toutes ses forces pour la réussite du bien commun qui est notre pays qui se trouve aujourd'hui à la croisée de ses mains. La cérémonie de remise des médailles a enregistré la présence des préfets et sous-préfets de la région, les légitimités traditionnelles, des élus, des chefs de services régionaux et des représentants des organisations de la société civile. Les récipiendaires saluent les autorités de la transition et entendent servir davantage. Je suis très content aujourd'hui d'être le représentant de tous les chefs de village de la région de Dioïla et de les honorer tous par mon travail. L'exécutif régional n'a pas manqué d'inviter l'assistance à servir l'État avec dévouement. Au nom du président de la transition, en considération du mérite, nous vous conférons la médaille d'honneur de l'administration du territoire. Qui n'aimerait pas des vivants qu'on lui adresse cette phrase? Ils sont 7 heureux récipiendaires, dont 3 administrateurs, 2 maires, un chef de quartier et une secrétaire à recevoir chacun la distinction honorifique, c'est-à-dire la médaille d'honneur de l'administration du territoire. Cette distinction symbolise la reconnaissance des plus hautes autorités du travail acharné et le dévouement des bénéficiaires dans l'accomplissement de leur mission. Voilà une preuve que l'État observe chaque fils du pays. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin pour venir donner la reconnaissance de l'État malien à certains fils du pays qui se sont manifestés courant l'année passée par les différentes
actions posées dans le sens du développement, dans le sens de la citoyenneté. Nous, récipiendaires, nous prenons par là l'engagement que nous ne faillerons point d'accomplir chaque jour, chaque instant et chaque temps précieux les devoirs qui sont les nôtres pour continuer à mériter davantage la confiance placée en nous par les plus hautes autorités de la République du Mali. De l'utile à l'agréable, cette cérémonie est couplée à la remise symbolique d'un lot important de matériels et équipements bureautiques et de logements aux 5 nouveaux cercles et celui de Tomignan. La région des 100 a eu 7 cercles et 17 arrondissements, 42 communes. Donc après cette réorganisation, il était nécessaire quand même de mettre du matériel à la disposition des représentants de l'État pour les inviter à commencer le travail. C'est dans ce cadre que l'État a donné beaucoup de matériel dont nous venons de faire une remise symbolique au préfet du cercle de Kimparana. Ces matériels et équipements sont composés de téléviseurs 52 pouces, de matelas 1, 2 et 3 places, des lits en bois, des réfrigérateurs, des salons, des chaises, des ordinateurs portables, des armoires, entre autres. Et si je vous amène maintenant à Koulikoro pour découvrir la nouvelle agence Bank of Africa, et c'est d'ailleurs à Koulikoro Centre. Ces nouveaux locaux répondent aux normes internationales des institutions financières. Nous spécifie Ousmane Koïta. L'agence de la Bank of Africa rouvre ses portes à Koulikoro. Il s'agit ainsi de répondre aux aspirations et aux besoins de la clientèle et du coup faciliter l'accès aux services bancaires et au crédit pour les habitants de la 2e région qui attendaient avec impatience ce jour, car les clients devraient se rendre à Bamako pour effectuer les opérations bancaires. Fini donc ces tracasseries. La Bank of Africa s'installe définitivement au centre de la cité de Meguetan. Dans un contexte difficile dans le monde entier, c'est mettre les services les plus adaptés possibles à la disposition des clients, les financer, leur mettre à disposition des outils qui leur permettent de faire leurs transactions. C'est le défi majeur aujourd'hui. Bien entendu, pour le faire, il faut se rapprocher de la clientèle, il faut avoir des agences, mais il faut avoir aussi des outils modernes. Et nous, aujourd'hui, Bank of Africa, nous avons tout cela. Ce nouveau JAO répond aux normes internationales des institutions financières. Le nouveau chef de la Bank of Africa comprend un bureau pour les chefs d'agence, 2 bureaux pour la clientèle, 3 caisses. La nouvelle agence Bank of Africa de Koulikoro est équipée également d'un système de sécurité incendie et des caméras de surveillance. Bref, toutes les commodités sont mises en place pour satisfaire la clientèle. Pour être une grande entreprise, il faut travailler avec la banque. Diara Service a toujours été avec la Bank of Africa de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne fais que remercier la Bank of Africa. Je tiens à saluer l'initiative de la Bank of Africa et la vision de ses dirigeants qui ont compris que le développement local passe par un soutien financier solide, accessible et adapté aux réalités de notre région. Je les félicite pour leur détermination à investir à Koulikoro et pour leur confiance en notre potentiel. Les officiels ont visité les locaux de la Bank of Africa de Koulikoro pour se rendre en évidence de la modernité des équipements. Rappelons que la Bank of Africa est créée au Mali il y a plus de 40 ans. Elle est présente sur les 5 continents. Autre grand titre de ce journal, le pôle national de lutte contre la cybercriminalité confirme l'arrestation d'une quinzaine de fossoyeurs du système informatique des postes de péage, une action qui a gravement impacté sur le fonds d'entretien routier au Mali. Il s'agit des agents et complices des postes de péage arrêtés pour atteinte à la confidentialité du système informatique, à l'intégrité et à la disponibilité du système d'information et enfin atteinte en vue de commettre des infractions informatiques et l'obtention d'avantages frauduleux. Selon le rapport préliminaire des enquêtes, on apprend par exemple que le poste de péage de Kati faisait une recette de 29 millions de francs CFA par mois et avant la digitalisation du processus. Mais tenez-vous bien, le système digitalisé, le même poste, enregistre quelques 73 millions de francs CFA par mois maintenant. Suivant les explications du procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité, procureur Adama Koulibaly, est au micro de Seydou Traoré. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de personnes et d'ores et déjà des interpellations ont eu lieu et les enquêtes sont en cours pour déterminer jusqu'à quel niveau de responsabilité ou en tout cas qui sont les présumés auteurs, les co-auteurs et les complices de ces infractions. Et effectivement,
lors de ces interpellations déjà, on a retrouvé effectivement les logiciels qui sont utilisés, les applications utilisées par ces faussaires-là de nature, comme on appelle détourner effectivement le denier public. Les enquêtes vont encore plus nous permettre de situer réellement la portée des dégâts. Mais d'ores et déjà, il faut se rendre compte que la digitalisation, c'est vraiment quelque chose qui est venu pour, j'allais dire, accentuer ou donner beaucoup plus de rentabilité à l'État. Et donc, quand vous prenez par exemple un poste de péage comme Massala, Kati par exemple, Kati, avant la digitalisation, faisait 29 millions par mois. Et avec la digitalisation, ils sont passés à quelque chose comme 73 millions. Et donc, Massala, c'était quelque chose comme 1,5 million par jour. Et avec la digitalisation, ils sont passés quasiment au double, 2,5 millions par jour. Et donc, pour vous dire qu'effectivement, cette digitalisation a permis à l'État d'avoir beaucoup plus de contrôle sur ces activités-là et activités qui sont en réalité lucratives, puisque c'est ce qui permet en réalité d'entretenir nos routes. Et donc, fort malheureusement, des agents indélicats, puisque nous parlons d'agents qui travaillent dans ces postes de péage-là. Donc, ceux-ci, plutôt que de reverser ces sous dans les caisses de l'État, ont trouvé un mécanisme, créé des applications qu'ils installent ici et là de nature à fausser, j'allais dire, à faire des faux tickets. Parfois, sans la digitalisation, c'est de mettre de mauvaises informations dans la machine, de nature à ce que les caractéristiques techniques de l'engin vont être dépréciées. Donc, si c'est un gros porteur, on va faire comme si c'était une voiture d'un particulier. Et donc, puisque c'est pas le même montant à payer, donc le surplus, ils encaissaient cela. Et donc, c'est à la suite de dénonciations et de constats, puisqu'il y a des services qui ont été qui ont mis en place ces systèmes-là et qui vérifient naturellement la mise en œuvre de tout ce mécanisme-là. Donc, ils se sont rendus compte effectivement qu'il y avait non seulement des manques à gagner, mais ils ont également pris, j'allais dire, la main dans le sac, certains parmi eux. Et comme je le disais, en termes d'indices de preuves, nous avons vraiment beaucoup d'éléments en notre possession, sans parler même de certains qui ont expliqué leur mode opératoire, comment est-ce que c'est parti, qui a pris l'initiative. Et je vous assure que c'est un vaste réseau. C'est un vaste réseau qui s'étend sur quasiment une dizaine de points, en tout cas de ceux que les enquêtes nous ont permis pour l'instant de déceler. Mais les enquêtes vont se poursuivre pour éventuellement retrouver tous les autres co-auteurs et les autres complices de ces agissements qui sont en réalité une atteinte réelle aux intérêts de l'État et aux intérêts de nos concitoyens. Les enquêtes sont ouvertes, des interpellations ont eu lieu, le tout va continuer très certainement, et donc à la suite de ces interpellations et de ces enquêtes-là, les responsables seront déférés devant la justice et ils écoperont des sanctions qu'ils méritent eu égard à la gravité des faits par eux commis. Voilà, un entretien suivi par Seydou Traoré. Focus santé de ce journal au cœur du quotidien de quelques familles vivant avec des enfants autistes. Comment les parents parviennent-ils à répondre à tous les besoins de ces enfants autistes qui souffrent de graves troubles du développement? Car ce qu'il faut savoir, ces enfants sont très souvent difficiles à comprendre à cause de leurs troubles comportemental. Je vais y arriver. Kumba Sissé, Sédéké Koulibaly. Elle n'a plus d'énergie pour apaiser son enfant autiste qui manifeste sa crise. Elle, c'est Kamara Fatimassou. Elle est passée par plusieurs options. Jeu, dessin, mots doux. Finalement, une boisson a pu le calmer. Cette dépense d'énergie fait partie du quotidien de la brave Fatima depuis plus de 8 ans. Je ne savais pas ce que c'est que l'autisme. Quand on parlait à mon fils, il ne réagissait pas. Nous pensions qu'il avait un problème auditif. Et quelques années plus tard, il a répondu aux appels. J'ai été voir un orthophoniste car il avait tous les signes d'un autiste. Il mettait les doigts dans les oreilles. Il aimait jouer tout seul et ne voulait pas que d'autres enfants s'approchent de lui. À cause de son trouble comportemental et problème de locution, Fatima a eu du mal à inscrire son enfant dans une école.
Toutes les écoles que nous avions démarchées ne l'ont pas accepté. Mamadou a 9 ans aujourd'hui. Finalement, il a été accepté cette année dans une école privée, mais toujours avec des difficultés. Comme il y a peu de centres spécialisés pour eux, les autistes ont toujours besoin d'un accompagnant d'enfants en situation d'handicap, ce qui demande encore des dépenses. Notre deuxième autiste du nom de Aïssata Diallo a manifesté les premiers signes handicapants depuis qu'elle avait 5 mois. 9 mois, une année plus tard, généralement les enfants qui n'ont pas de problème, ils commencent à marcher. Et tel n'a pas été son cas. C'est à l'âge d'une année que nous avons fait une consultation. Donc c'est là-bas où nous avons su que vraiment l'enfant est vraiment en retard, donc l'autisme en un mot. Tout ce qu'elle dit, nous on comprend, et puis bon, généralement c'est des mots qui ne sont pas bien prononcés, mais nous on fait avec, et puis on l'aide à bien prononcer les mots. Si la fréquentation scolaire de Mamadou n'a pas été facile, l'inscription de Aïssata au jardin d'enfants n'a posé aucun problème. Elle fréquente un jardin, sincèrement nous remercions beaucoup la directrice. Elle a accepté l'enfant sans problème. Tel n'est pas le cas chez tout le monde, parce que je connais d'autres personnes dont leurs enfants ont été refusés dans les écoles, dans les jardins, etc. Il y a des améliorations, effectivement, mais c'est petit à petit. L'un des gros soucis des parents des enfants autistes est leur entretien. Nous avons beaucoup de problèmes pour entretenir ces enfants-là. Souvent, tu ne sais même plus quoi faire. Il peut s'accrocher à un même problème durant toute la journée. Comme les autres enfants ne le comprennent pas, je lui ai interdit de sortir. Que je sois à la maison ou pas, il est toujours dans le salon. Souvent, il joue avec les enfants d'ici et cette interaction n'était pas possible avant. Nous sommes en location dans une cour commune. Nous avons rencontré pas mal de problèmes au niveau de la famille ici avec les autres enfants. Souvent, quand elle sort, elle s'amuse avec d'autres enfants, elle revient blessée, elle saigne. Et nous, étant les parents, ça nous fait mal, ça nous fait très mal. Sur le plan alimentaire, nos deux autistes ont des goûts différents. Ils mangent le riz avec différentes sauces et n'aiment pas le riz au gras. Ils ne mangent pas les repas à base de mil. Ils n'aiment non plus ni la viande ni le poisson. Ce sont les croquettes qu'ils préfèrent. De 6 mois à 2 ans, elle ne buvait que de la buée légère. Après, elle a commencé à manger le riz. Elle aime aussi les plats spéciaux. Ce handicap dû aux troubles du neurodéveloppement est méconnu au Mali. Les différentes associations mènent une large sensibilisation et font des plaidoyers pour que ces enfants autistes puissent être dans leurs droits. C'est un trouble qui apparaît avant l'âge de 3 ans. Ce trouble impacte 3 grands domaines chez l'enfant, des difficultés au niveau de la communication, verbale ou non verbale, des difficultés au niveau du comportement et des difficultés au niveau des interactions sociales. Nous sommes en lien avec une centaine de familles qui ont 1 ou 2 ou même 3 enfants présentant un trouble de l'autisme dans leur famille. Au Mali, ce que nous demandons beaucoup plus à notre État, c'est une grande implication pour pouvoir aider les associations qui font les sensibilisations, pour que beaucoup de personnes puissent être sensibilisées et en même temps que le dépistage soit systématique et automatique. De cette façon, on peut mettre en place des prises en charge adaptées pour aider les enfants plus facilement à évoluer correctement dans leur communauté et leur donner beaucoup plus de chances de pouvoir étudier comme les autres et contribuer dans la vie de la nation. Pour le suivi de ces enfants autistes, plusieurs spécialistes interviennent, comme les orthophonistes, les neurologues, les psychiatres, les pédiatres, les ergothérapeutes ou les psychologues. Merci Koumba Sissi pour toutes ces précisions. Une mission du Conseil économique, social, environnemental et culturel conduite par le premier secrétaire. Son premier secrétaire, Amadou Nba, s'est rendu respectivement au Cameroun et au Congo-Brazzaville. Les préoccupations et attentes de la forte communauté malienne vivant dans ces pays recensés. Pour plus de détails, je vous invite à l'écouter.
tournée, ce sont ces deux pays, le Cameroun et le Congo-Brazza. Au Cameroun, nous avons noté pas mal de préoccupations. Les essentiels, c'est des difficultés d'accès à des documents, tels que la carte de séjour, tels que la carte biométrique. Et essentiellement, c'est autour de ces préoccupations qui sont les préoccupations pertinentes de la population malienne à Douala aujourd'hui. Et surtout, on parle d'une convention qui a existé depuis 1964 entre le Mali et le Cameroun, qu'on doit peut-être réchauffer ou améliorer. Et tout ceci permettra à la diaspora malienne de pouvoir être serein et de rester et de travailler avec sérénité dans ces pays-là. Nous sommes très satisfaits, ça a été très méthodique et ça a été fait dans le calme. Et les besoins et attentes ont été recueillis vraiment dans la sérénité. Nous avons quitté le Mali, mais nous nous sentons au Mali. C'est ça la particularité du peuple malien. Partout quand on se retrouve, on se sent comme au Mali. Le président de la République nigérienne, le général d'armée Abdourahmane Tiani, reçoit une délégation du mouvement social d'expression et de culture Peul et pastorale. La délégation est venue encourager le chef de l'État pour tous ses efforts déployés dans le cadre de la cohésion sociale. Nadia Mahaman, Yazir Abiou, reportage. Le mouvement social d'expression et de culture Peul et pastorale reçu ce matin par le président de la République vient par la présente audience encourager et féliciter le chef de l'État pour tous les actes posés de nature à promouvoir les valeurs socio-culturelles. Une cohésion sociale très appréciée qui, en guise de reconnaissance, offre un troupeau de bœufs au général d'armée Abdourahmane Tiani. Une manière d'accompagner notre pays dans sa quête de souveraineté et dans la droite ligne de sa refondation. Nous sommes là pour remercier et féliciter le président de la République pour l'intérêt qu'ils accordent aux valeurs culturelles. Donc, en guise de ça, la communauté, dans toute sa diversité, a décidé de lui faire des soukamaï, c'est-à-dire des animaux en guise de tout ce qui a été engagé pour la promotion de nos valeurs socio-culturelles. Donc le deuxième élément aussi, nous sommes venus pour nous montrer notre détermination, notre engagement à accompagner la refondation. En troisième point aussi, nous avions écouté le président de la République sur les défis auxquels on doit s'atteler pour un Niger uni et prospère. Donc les défis notamment liés à la sécurité, à la paix et à la cohésion sociale. Juste après l'audience, le chef de l'État s'est rendu à Saguia pour la réception du dit troupeau de bœufs à lui offert par le mouvement social d'expression et de culture Peul et pastorale. Au Burkina Faso, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, au chevet de blessés de guerre, mot d'encouragement et reconnaissance de la nation, martelé par le ministre à ses combattants blessés lors des opérations de défense et de sécurisation du territoire national. Yves Rouamba, Akani Pauline Bikaba pour le reportage. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, s'inquiète de l'état de santé de ses combattants blessés au front. Une manière de témoigner ses encouragements et sa solidarité aux soldats qui défendent la patrie au péril de leur vie. Il était normal, sinon nécessaire pour moi, de passer, m'enquérir de leur état de santé. Je profite de saluer tous ces médecins qui s'occupent d'eux, qui font preuve de professionnalisme et leur souhaiter à tous ces blessés un prompt rétablissement. Une visite fortement appréciée par ces soldats. C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir dans nos locaux les plus hautes autorités de ce pays afin de s'enquérir vraiment de les nouvelles des blessés. Ça réconforte même les blessés. Également nous qui sommes à leur chevet matin et soir, ça nous réconforte également. Et ça donne en tout cas un coup
d'encouragement et ça permet vraiment de faciliter un peu la prise en charge également. Nous avons profité également à exposer les difficultés qu'on a. Le Burkina Faso, sous la conduite du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est engagé dans une dynamique de défense et de reconquête de l'intégralité du territoire national. Et les boys ne ménagent aucun effort pour l'atteinte de ces objectifs de reconquête, allant jusqu'au sacrifice suprême. À présent, je vous propose un peu de lecture dans ce journal. L'amphithéâtre de l'université Kourougan-Fouka a servi de cadre pour le lancement du deuxième livre de Dr Mahamadou Ali Haïdara. Il est intitulé « Les autorités administratives indépendantes au Mali, une innovation majeure dans l'organisation administrative ». La cérémonie a enregistré la présence de nombreuses personnalités, nous fait savoir Mariam Boubacar Maïga. Les autorités administratives indépendantes au Mali, une innovation majeure dans l'organisation administrative. Ainsi s'intitule ce nouvel ouvrage de Dr Mahamadou Ali Haïdara. Ce livre de 150 pages, écrit dans un style accessible, parle des organismes administratifs qui agissent au nom de l'État et disposent de pouvoirs de décision, de sanctions, d'avis ou de conseil et de leur protection juridique. C'est un cri de cœur. Nous espérons bien que ce cri sera bien entendu par le parquet des droits, puisque à la fin de l'ouvrage, nous avons formulé des recommandations, des observations qui, une fois prises en compte par les autorités, permettront, comme je l'ai dit, à ces autorités de fonctionner normalement, correctement, comme dans les autres pays. Puisque parmi les insuffisances, nous avons relevé qu'il manque une législation spécifique pour les autorités administratives indépendantes. Elles sont certes été consacrées par la Constitution au niveau de l'article 88 et aussi au niveau de la loi numéro 2016-049 portant principes fondamentaux de création. Cet ouvrage se veut un apport dans la compréhension du fonctionnement des organismes administratifs indépendants. J'ai dit que l'ouvrage constitue un premier grand apport dans l'analyse de ces structures d'autorité administrative indépendantes. J'ai dit que l'auteur du livre a fait un travail qui est très appréciable, mais j'ai en même temps dit que c'est un travail qui pouvait être amélioré. Ce travail intellectuel de Dr Mahamadou Ali Haïdara constitue donc une aubaine pour les amoureux de la lecture et de la recherche. À retenir dans l'actualité de ce lundi, l'hymne officiel de la Confédération État du Sahel présenté au chef de l'État, insatisfait visible après écoute du général d'armée Assimi Goïta. Pour lui, cet hymne réaffirme l'engagement des États membres de l'AES à faire de leur confédération un modèle d'intégration et de développement. Le CNT affirme et rassure qu'il ne remet nullement en cause la démocratie ni le multipartisme. Une annonce faite au cours de la session d'avril 2025 démarrée aujourd'hui. Les membres du CNT passe au peigne fin les lois portant abrogation de la charte des partis politiques et celles portant statut de l'opposition politique. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Très belle soirée à vous et à demain. Tout de suite, la météo avec Aïssata Diawara. On dit un grand merci à nos téléspectateurs de Ségou, Pelengana et de Markala. Bonsoir à tous.